L'assassinat d'Ali Khamenei n'est pas un simple incident. C'est un choc qui bouleverse l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Aujourd'hui, sur cette chaîne dédiée à l'Algérie et aux enjeux mondiaux qui nous touchent, nous analysons cette crise explosive. L'Iran a réagi avec force, mais de façon calculée. Au lieu de lancer une attaque massive, le pays a visé des symboles clés. D'abord, à Tel Aviv, le quartier général de la défense israélienne, connu sous le nom de Kiryat. Des frappes précises ont touché ce site, avec des dégâts confirmés par des sources israéliennes. Ce n'était pas une pluie de missiles comme lors des conflits passés, où des centaines de projectiles avaient été lancés. Non, ici, moins de projectiles, mais une précision chirurgicale. Le message est clair, si la tête du régime iranien tombe à Téhéran, un symbole majeur s'effondre à Tel Aviv. Mais l'Iran n'a pas arrêté là. Dans cette vague d'opérations qu'ils appellent promesses sincères, les frappes se sont étendues à la mer. Pas directement sur un porte-avions américain, mais sur des lignes vitales d'approvisionnement. À Dubaï, au port de Jebel Ali, un navire chargé de munitions a été touché pendant qu'il était à quai. Les autorités émiraties parlent d'un incendie et de destruction sur le quai. Les Américains évoquent des interceptions réussies. Du côté iranien, on affirme que 4 drones ont atteint la cible, provoquant des explosions en série et mettant le navire hors service. Ce bateau transportait des munitions pour les forces navales américaines. Ensuite, une autre frappe sur un navire de soutien de classe MST, avec des missiles Qader 380, dans l'océan Indien. Résultat, le carburant et les munitions pour le groupe de combat autour du porte-avions Lincoln sont sous pression. Voilà le tournant. Le porte-avions n'a pas été attaqué frontalement, mais il est encerclé en pratique. Washington décrit cela comme une guerre contre le Lincoln. En parallèle, une base navale américaine au Koweït a été visée par 4 missiles balistiques et 3 drones. Les infrastructures ont été endommagées, même si la plupart du personnel avait été évacué. Le message n'est pas humain, il est logistique. Le ministre américain de la Défense a menacé de détruire la marine iranienne. Ce n'est pas une menace vide, mais elle porte des risques énormes. Car détruire la flotte iranienne ouvrirait la porte à des attaques totales sur les navires américains, si Téhéran passe à l'étape suivante. Aujourd'hui, l'équation se dessine ainsi. L'Iran frappe Israël de manière symbolique au cœur. Elle met la pression sur le porte-avions via la logistique. Elle cible les bases navales. Les États-Unis menacent de raser la marine iranienne. Israël se concentre sur l'arsenal de missiles. L'escalade est ouverte, sans limite visible. Mais le plus grave, c'est que l'Iran n'a pas encore joué toutes ses cartes. Ni en mer, ni sur terre, ni pour une destruction totale. La question n'est plus ce qui s'est passé. Sommes-nous au début d'un blocus naval progressif contre un porte-avions américain après l'assassinat de Khamenei? Ou est-ce une préparation à une phase où les règles navales sont brisées, faisant de la mer le front le plus dangereux de ce conflit? Si Washington met sa menace à exécution et détruit la marine iranienne, on ne parle pas d'une frappe limitée. C'est une entrée directe dans une guerre navale ouverte dans le Golfe et l'océan Indien. D'abord, les bases navales iraniennes, les vedettes rapides, les plateformes de missiles côtiers et les stocks de torpilles seraient visés. Les Américains voudraient paralyser la capacité de l'Iran à bloquer les passages ou à attaquer les navires. Mais le problème, c'est que la marine iranienne ne repose pas seulement sur de gros vaisseaux. Elle mise sur la dispersion, la vitesse, les missiles côtiers, les mines marines et les drones. Si l'Iran voit que la destruction commence vraiment, elle ne restera pas à couper les approvisionnements. Elle passera à des attaques directes sur les destroyers, et peut-être même sur le porte-avions lui-même. À ce moment, ce ne sera plus une pression logistique, mais un combat naval ouvert. Et là, le vrai danger apparaît, le détroit d'Ormuz. Le fermer, ou même le menacer, fait grimper les prix de l'énergie tout de suite. Cela met l'Europe et l'Asie en crise. L'Iran le sait, et les États-Unis aussi. Tout affrontement large pourrait transformer les routes maritimes en zones de bataille quotidienne. En même temps, Israël cible l'arsenal de missiles iraniens. Pour eux, frapper la Kiryat à Tel Aviv a brisé l'image de dissuasion. Ils pourraient pousser pour des frappes plus profondes en Iran, pour empêcher des répétitions. Mais chaque frappe profonde en Iran signifie une réponse plus large sur les bases américaines dans le Golfe. L'équation est maintenant à 3. L'Iran frappe Israël symboliquement et presse navalement. Les États-Unis menacent de détruire la marine iranienne.
Israël veut briser les missiles à la source. Chaque partie sait qu'un pas de trop peut transformer l'escalade contrôlée en guerre totale. Pour l'instant, l'Iran agit par doses mesurées. Frappe sur Israël, sur la logistique, sur les bases. Mais elle n'a pas touché le porte-avions directement. C'est un point clé. Si elle le fait, c'est un niveau sans retour. La question est, la confrontation reste-t-elle dans un cadre de messages lourds? Ou sommes-nous face à une vraie transition vers une guerre navale complète qui pourrait embraser tout le Golfe? Pourquoi le Koweït et Bahreïn, et pourquoi maintenant? Le choix du Koweït et de Bahreïn n'est pas aléatoire. Le Koweït n'est pas juste une base militaire. C'est une logistique avancée, utilisée pour le stockage, le ravitaillement et les liens entre terre, mer et air. La base navale Abdullah al-Mubarak représente un soutien essentiel pour toute opération dans le Golfe et l'océan Indien. Quand on la frappe avec 4 missiles balistiques et 3 drones, le message n'est pas politique. C'est une perturbation opérationnelle. Même si les forces ont été évacuées en partie, endommager les infrastructures ralentit le redéploiement, perturbe les lignes d'approvisionnement et complique les calculs américains pour gérer le combat. Quant à Bahreïn, c'est le quartier général de la 5e flotte. Ce n'est pas un simple titre. C'est le cœur naval américain dans le Golfe. Toute menace directe ou indirecte contre elle touche l'équilibre des forces dans les passages maritimes. L'Iran sait que Bahreïn est la salle de commande navale américaine dans la région. Le Koweït est le magasin de ravitaillement. Jebel Ali est le poumon du transport. En frappant ces points, l'Iran dessine une carte de pression complète. Le mouvement iranien n'est pas hasardeux. C'est une distribution de frappe, Israël comme centre de commandement symbolique, les Émirats pour la ligne de munitions, l'océan Indien pour le carburant, le Koweït pour les infrastructures de soutien, Bahreïn pour le centre de commandement naval. Ce n'est pas juste lancer des missiles. C'est répartir la pression. En face, Washington a 2 options. Soit répondre en détruisant toute la marine iranienne, comme l'a menacé le ministre de la Défense. Soit contenir l'escalade et empêcher un affrontement naval direct. Mais le problème, c'est qu'Israël pousse dans une autre direction. Pour eux, les frappes précises à Tel Aviv signifient que la dissuasion est endommagée. Ils pourraient chercher à élargir les frappes en Iran même. Et là, la scène devient plus compliquée. Chaque frappe israélienne profonde pourrait être répondue par une attaque iranienne plus large sur des bases américaines. L'Iran tient encore 2 fils importants. Premier, elle n'a pas frappé le porte-avions directement. Deuxième, elle n'a pas fermé le détroit d'Ormuz. Ces 2 éléments sont les dernières marges de retenue. Si on les coupe, on entre dans une phase totalement différente. La question la plus grave maintenant, les frappes restent-elles dans un cadre de pression mutuelle? Ou la menace de détruire la marine iranienne sera-t-elle exécutée? Et dans ce cas, la confrontation passe-t-elle à la haute mer? Si une frappe s'approche du porte-avions, qu'est-ce qui change? Jusqu'à présent, le porte-avions Lincoln n'a pas été visé directement. C'est une décision calculée. Car attaquer le porte-avions lui-même signifie déclarer une guerre navale totale, pas juste une pression logistique. Le porte-avions n'est pas une pièce militaire ordinaire. C'est un symbole de puissance, un centre de commandement flottant et une plateforme pour projeter la force aérienne. Le toucher, même sans le couler, mène à un niveau d'escalade impossible à contenir facilement. L'Iran le sait. C'est pourquoi elle a commencé par couper le carburant et les munitions, frapper les navires de soutien et cibler les bases. C'est une pression graduelle, mais elle peut basculer à tout moment. Si Washington commence vraiment à frapper les bases navales iraniennes, les vedettes et les plateformes de missiles côtiers, l'Iran ne restera pas à étrangler les approvisionnements. Elle passera à viser les destroyers accompagnants, et peut-être tenter de frapper le porte-avions avec des missiles à longue portée ou un mélange de drones et de missiles côtiers. À ce stade, la mer devient un vrai terrain d'essai. Les défenses navales américaines peuvent-elles repousser des vagues précises, comme ce qui s'est passé au-dessus de Tel Aviv? Le porte-avions peut-il supporter une pression continue si les lignes d'approvisionnement sont coupées? Et peut-on gérer une guerre navale ouverte dans le Golfe sans que cela touche le détroit d'Ormuz? Le détroit d'Ormuz reste la carte la plus lourde. Le fermer ou le menacer fait monter les prix du pétrole immédiatement. Cela presse l'Europe et l'Asie, et transforme tout affrontement en crise mondiale. En face, Israël pousse pour briser l'arsenal de missiles iraniens de l'intérieur. Pour eux, frapper la Kyria n'est pas une simple attaque, c'est briser l'image de dissuasion.
Si les frappes précises continuent, l'image d'invincibilité s'effrite. L'équation est délicate. L'Iran frappe avec précision et garde ses cartes les plus fortes. Les États-Unis menacent de détruire la marine. Israël veut neutraliser les missiles à la source. La ligne de séparation est claire, frapper le porte-avions directement ou exécuter la destruction de la marine iranienne. L'un ou l'autre nous amène à une phase sans retour. La question est, la confrontation reste-t-elle dans un cadre de pression mutuelle contrôlée? Ou un faux pas en mer embrasse-t-il tout le Golfe? Qui tient les rênes maintenant? À ce moment précis, les rênes ne sont pas chez celui qui tire le plus, mais chez celui qui choisit où frapper. L'Iran agit selon une logique claire. Frappe sur Israël au centre symbolique après l'assassinat de Khamenei. Pression sur la logistique navale au lieu d'un choc direct avec le porte-avions. Frappe sur les bases navales qui forment les points d'appui. Cela signifie qu'elle avance par étapes mesurées et se laisse une marge pour escalader si besoin. Les États-Unis font face à un vrai dilemme. S'ils exécutent la menace de détruire la marine iranienne, ils entrent dans une guerre navale ouverte dans un environnement géographique complexe. Le Golfe est étroit, les bases sont proches, les passages sont sensibles. S'ils ne l'exécutent pas, l'image de dissuasion navale américaine tremble. Israël, de son côté, voit le combat principal dans les missiles. Pour eux, frapper la Kiryat à Tel Aviv signifie que les défenses ne sont pas absolues. Ils pourraient pousser pour des frappes plus profondes en Iran, pour désactiver les plateformes avant lancement. Mais là réside le danger. Chaque frappe israélienne en profondeur en Iran pourrait se traduire par une attaque plus large sur des bases américaines dans le Golfe. Et chaque frappe américaine sur la marine iranienne pourrait se traduire par une tentative directe sur les destroyers ou le porte-avions. Jusqu'ici, l'Iran n'a pas utilisé toutes ses capacités. Elle n'a pas fermé Hormuz. Elle n'a pas frappé le porte-avions directement. Elle n'est pas entrée dans un combat naval direct. Cela veut dire qu'un plafond existe encore. Mais ce plafond est fragile. S'il se brise, la scène passe d'une escalade contrôlée à une confrontation totale. L'image finale est claire. Frappe symbolique à Tel Aviv. Pression logistique en mer. Ciblage de base dans le Golfe. Menace de détruire la marine iranienne. Et un monde qui attend un faux pas. La question ultime qui définit la prochaine phase. Les parties cherchent-elles à rétablir la dissuasion à ce niveau? Ou la mer sera-t-elle l'étincelle qui pousse tout le monde vers une guerre ouverte impossible à contrôler?